Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est AlgoLife qui est au micro. Je reviens après donc deux vidéos d'absence puisque je n'ai pas partagé de vidéo pour ce week-end, le week-end dernier, donc une vidéo tuto et la vidéo de la critique hebdo du lundi. J'étais absent, je n'avais pas le matériel pour enregistrer et j'étais pas donc dans les conditions pour le faire. J'ai pas pu vous prévenir. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc en attendant, puisque c'est quelque chose qui est très attendu et c'est au moins le minimum que je dois faire, c'est la vidéo du mercredi qui est très importante et que donc par laquelle aujourd'hui nous allons voir l'état du marché. Donc au niveau de l'actualité, les amis, rien de transcendant. Ok, vraiment, il n'y a rien qui a changé cette semaine sur l'actualité. On n'a pas vu Alors si, il y a eu une première baisse de taux de 0,25% la semaine dernière. On a potentiellement un futur prochain directeur de SEC qui va être élu. On attend pour la Fed, le prochain directeur de la Fed. Bon, il y a des choses qui se mettent en place. Cette première baisse de taux, elle est pour le moment non significative, elle n'est pas à prendre en compte parce que c'est une première d'une longue série. Et comme expliqué précédemment dans une dernière vidéo, les taux, ça va être sur un an et demi, voire 2 ans, qui vont donc en toute logique. En toute logique, le plan, c'est que ça va se faire sur un an et demi, voire 2 ans. On va revenir sur des niveaux avoisinant les 1, les 0,5, les 1, 1,5% de taux d'intérêt directeur de la Fed qui auront donc pour conséquence d'enclencher l'endettement et l'investissement des institutions, ok, qu'ils soient particuliers ou que ce soit des professionnels. Donc aujourd'hui, on a un premier, et ça datait depuis un petit moment, donc on a eu la première baisse de taux de 0,25%, de 0,25 points. Ce n'est pas donc du tout suffisant pour enclencher une nouvelle dynamique sur les marchés. En revanche, c'est un signal de prise de position, en tout cas c'est un plan que la Fed donc met en place. C'est une initiative, c'est un premier pas. Donc les taux vont progresser progressivement à mesure de 0,25 en 0,5 baisser au cours de la prochaine année, puisque c'est la politique dans laquelle s'engage visiblement la Fed. La planche à billets a redémarré partiellement, pas encore plein pot, mais pour alimenter certains secteurs tels que le bancaire, puisque c'est quasiment toujours le premier secteur qui est fluidifié, lequel on va aller chercher à sauver. C'est un secteur qui aujourd'hui côtoie des niveaux très bas vis-à-vis des bilans, vis-à-vis de l'engagement sur les marchés. Les banques ont des bilans aujourd'hui qui sont très fragiles, aussi fragiles que ce qu'on a vu au niveau du Covid et au niveau de la crise bancaire aux États-Unis. La dernière crise bancaire qui s'est passée il y a 3, 4, 5 ans environ de mémoire. Donc c'est un plan de sauvetage en ce moment qui se fait pour les banques. Cela ne vient pas encore impacter l'économie et les marchés, mais c'est une première étape qui est fondamentale dans le retour de la liquidité. Okay. D'abord, on sauve les acteurs indispensables à l'économie, à savoir les banques, qui sont donc le centre, le cœur de l'économie. Les banques, et après donc celles-ci, les banques vont pouvoir opérer et jouir de ces nouvelles liquidités, de pouvoir donc les placer sur les marchés et par le biais des taux d'intérêt directeurs qui vont baisser et donc avoir de plus en plus de clients qui vont donc s'endetter. Voilà tout. Et elles-mêmes pourront donc largement s'endetter. Aujourd'hui, en fait, rien n'a changé hein, par rapport à la semaine dernière au niveau de l'actualité. Et au niveau donc du prix, on est toujours dans cette configuration-là, une étape où le prix du Bitcoin, donc pour rappel, le Bitcoin, c'est l'élément moteur de la partie crypto. Je le rappelle, voilà, si Bitcoin monte, les cryptos montent, si le Bitcoin baisse, les cryptos baissent. On parle en globalité, même si certaines cryptos peuvent faire leur propre performance momentanément, indépendamment donc du marché, elles seront, quoi qu'il arrive, à un moment donné ou à un autre, rattrapées par ce que nous propose donc le Bitcoin. Et le Bitcoin, pour rappel, vient de nous terminer son cycle de 4 ans depuis les 126 000 dollars et est rentré du point de vue de notre chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, du point de vue de mon analyse, il est rentré donc en bear market depuis donc ce plus haut-là. Dernier des 126 000 dollars. Et il nous a proposé une première vague, une première jambe baissière qui est donc la première d'une succession de jambes baissières qui devrait s'étaler sur approximativement un an. Dans cette baisse-là, pour rappel, on ne monte pas, on ne descend pas en un seul coup, on monte, on descend par paliers. Il y a des moments où dans ces paliers, le prix retrace cette précédente chute-là pour aller venir chercher un niveau
intéressant, un niveau qui suscite à la fois l'intérêt au retour à l'achat, mais aussi l'intérêt à prendre des positions à la baisse. Un niveau où l'offre et la demande se retrouvent, où il y a de la liquidité qui rentre sur les marchés par rapport aux effets de levier, par rapport au prix parti de chacun des investisseurs. Et on avait établi dans une précédente vidéo le prix des 100 000 dollars comme étant un prix intéressant pour enclencher cette nouvelle dynamique. En tout cas, donc établir un sommet qui restera donc plus bas que le précédent pour conserver la logique de la tendance baissière. Un nouveau sommet qui sera donc à la fois sur une zone de prix psychologique des 100 000 dollars intéressante, un niveau de prix technique compte tenu de cette structure ici, de ce précédent point bas, eh bien, ça reste qui fait donc office de résistance. Ce point bas là fait office de résistance. Et ensuite, donc, pour rappel, la moyenne mobile à 50 périodes hebdomadaires qui correspond à la moyenne mobile 350 daily, qui est donc aujourd'hui sur ce même niveau là, qui a servi en fait de support tout au long de la phase haussière, et qui aujourd'hui donc, compte tenu du fait que le prix l'a breaké à la baisse et qu'aujourd'hui le prix s'établit en dessous de cette moyenne mobile, donc à 350 périodes en jour. Voilà, je fais x7, je multiplie par 7 la moyenne mobile hebdomadaire pour l'avoir en jour. Et bien en fait, vous voyez, nous avons la moyenne mobile ici. Hop, je vous la remontre, qui a servi donc de magnifique support tout au long du cycle haussier, qui aujourd'hui, voilà, a de fortes chances maintenant de faire son travail inverse, à savoir le travail de résistance. Ok, donc une confluence de trois indicateurs, la psychologie, le technique et la moyenne mobile, un support qui est devenu précédent, qui est devenu donc résistance, qui nous donne donc un niveau ici logique, intéressant d'un futur sommet, en tout cas et donc par continuité, par projection, un point d'entrée pour shorter, pour vendre le marché. Donc je ne suis pas en train de dire que le prix va s'arrêter exactement pile poil dans cet espace-là de prix. Il peut tout à fait aller un petit peu plus haut, faire des mèches, donner du jus à l'optimisme, à l'espoir en continuant de progresser, sauf qu'il ne doit pas dépasser ce niveau-là ici, ce niveau des 107 000 dollars, puisque comme je vous l'ai expliqué, une tendance baissière s'inscrit dans des sommets de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, et que donc si on vient briquer ce précédent point haut ici, eh bien nous aurions une logique qui est inversée avec des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Pour conserver la tendance baissière, on doit éviter de venir dépasser ce niveau des 107 000 dollars. Donc nous avons quand même une marge de manœuvre, une marge qu'on donne au prix pour venir se développer entre ces deux bornes-là. Si, je dis bien si, nous venons casser cette limite des 107 000 dollars, ce qui peut être donc envisagé, qui n'est pas donc exclu, c'est une probabilité, c'est une probabilité dans laquelle mon scénario s'inscrit, donc de se tromper, d'être dans l'erreur, eh bien il va falloir reconsidérer le plan. Il va falloir reconsidérer le plan. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un piège, qu'on vienne légèrement au-dessus, qu'en fait on se fasse réaspirer et que ce soit en fait ce dernier plus haut ici qui soit le plus haut à considérer dans la tendance. Je garde quand même aujourd'hui ce plus haut là. Je me refuserai à un moment donné. Je ferai une pause. Hein. Si on vient à breaker ce niveau-là, je ferai une pause où je ne ferai plus rien en attendant de vraiment voir le prix, qu'est-ce qu'il va faire vraiment véritablement. J'accepte à ce qu'il vienne plus haut ici et de ne rien faire en attendant, pour lui laisser l'occasion, en tout cas lui laisser le temps de me montrer quelle direction il prendra, parce que dès le moment où il reprendra les 115 000 dollars, ce point-là, ce sera vraiment un retour à la force acheteuse, un retour à la hausse, qui viendrait donc contredire mon scénario. Aujourd'hui, on reste dans le scénario du bear market, on reste dans le scénario du simple repli, on reste dans le scénario dans l'attente d'une prochaine vague baissière, et donc on déroule le tapis rouge. Voilà, donc le prix, qu'est-ce qu'il nous a fait sur cette dernière semaine? Vous voyez, il avait dessiné une tendance haussière court terme, très fragile, qui avait toutes ses chances d'être breakée, tout comme cette résistance-ci en haut là, ou celle-ci ici ont des chances totales d'être breakées. Plus les supports résistances sont analysés en court terme, dans des time frames réduites, plus elles auront de chances d'être brisées. Et au plus les time frames observés sont hautes, donc on parle de weekly et on parle de monthly, au plus elles dureront et au moins elles auront de chances d'être brisées à court terme. Ok, donc là, cette tendance-là, ce support-ci avait toutes ses chances d'être brisé à un moment donné ou à un autre. C'est ce qui se passe là. En fait, ce qui se passe, c'est que
le prix, quand il fait une pause de cette manière, il le fait dans un laps de temps donné. On ne peut pas l'estimer, mais il a besoin de temps. Ok, il a besoin de temps pour retrouver du jus. Puisque là, il a vidé, il a libéré tout ce qu'il avait à libérer. Maintenant, il doit se réalimenter. Il doit réaccumuler de la liquidité. Cette liquidité, ce sont des traders qui la donnent. Dans un contexte tel que celui-ci, un marché baissier, ce n'est pas les acheteurs qui donnent la liquidité, ce sont les vendeurs et des vendeurs qui vendent leur portefeuille en spot et des vendeurs qui prennent des positions en futur, en contrat dérivé avec des effets de levier. Ce sont là pour le coup vraiment eux, c'est après eux qu'on souhaite donc qu'on attend la liquidité. Et cette liquidité va revenir, si vous voulez, dès le moment où eh bien, ils auront des raisons de croire que le prix va grimper. Il faut vraiment dissocier la liquidité spot et la liquidité contrat dérivé. La liquidité des contrats spot, donc telle que nous le faisons la plupart d'entre nous, d'acheter sur Coinbase, sur Binance, de la crypto et de la garder dans notre portefeuille, de la mettre par exemple sur notre ledger, ça c'est du spot brut. On achète vraiment la crypto, on détient la crypto, on en est détenteur, on en est au moment présent propriétaire. Ok, on détient l'action, on détient l'actif véritablement. Les contrats dérivés, c'est une autre façon de s'exposer au marché en nous permettant donc d'augmenter notre position par le biais de l'effet de levier, de démultiplier notre risque, de démultiplier notre ratio risque-gain en utilisant donc ce qu'on appelle les effets de levier. Les effets de levier, les positions et effets de levier, ce sont des positions qui ont des niveaux de liquidation, donc des niveaux de clôture à perte qui sont très proches, très réduits, très limités. C'est des traders qui prennent des positions avec une marge de manœuvre très petite. Au plus l'effet de levier est grand, au plus cette marge de manœuvre, cette marge d'erreur est réduite. Par exemple, un effet de levier le plus connu et le plus excitant, cela va de soi. Et ce qui nous permettrait de dégager le plus de bénéfices, c'est l'effet de levier de 100, l'effet de levier de 200, l'effet de levier de 500. La plupart des plateformes proposent un effet de levier maximal de 100. Et cet effet de levier de 100 suffirait d'un mouvement de 1% à la hausse comme à la baisse pour donc être fixé. Être fixé donc, par exemple, je rentre acheteur à ce niveau-là. Si le prix fait 1% de hausse, je double ma position, je fais 100% de gain. Parce que c'est l'effet de levier de 100, je multiplie par 100 ce que le cours nous fait, ce que le cours nous propose. Si le cours fait 1% de hausse, je multiplie par 100, ma position fait donc 100% de bénéfice. Et donc à l'inverse, si le cours fait une baisse de 1%, eh ben, je perdrai la totalité de ma position. Okay, j'ouvre un trade à 100 euros avec un effet de levier de 100, le prix perd 1%, c'est les 100 euros que je perds. Ces effets de levier-là, si vous voulez, pour vous l'imager, eh ben, on va dire le 1%, il n'est pas là. Bon, bah là, il y a la liquidation, ce moment où après 1%, tous les effets de levier de 100 se font liquider. 1% plus loin, à 2% donc, il y a les effets de levier de 50, puisque 50 x 50, 2% x 50, ça fait 100%. Donc avec un effet de levier de 50, si le prix baisse de 2%, je multiplie par 50 la performance du Bitcoin en l'occurrence, et donc mon portefeuille fait moins 100. Et donc tous les effets de levier de 50 sont liquidés ici. Et puis on arrive aux effets de levier de 20, on arrive aux effets de levier de 30, etc., etc., etc. Et donc vous voyez, ça crée de la liquidité, comme ça. Ça crée donc de la liquidité. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce millefeuille, okay, de liquidité est contre-intuitif dans la direction du prix. Puisque si le prix va descendre, si le prix descend et vient liquider après position, ça va l'encourager à poursuivre à descendre. Ça va l'encourager. On parle vraiment des positions dérivées, des positions différentes du spot, des positions à effet de levier. Les positions en spot, elles ont pour effet inverse de soutenir le prix. Plus il y a du spot, plus le prix aura du mal à descendre. Mais plus il y a de l'effet de levier, plus le prix sera encouragé à chuter. Pourquoi ? Parce que les plateformes qui proposent les effets de levier, elles voient en temps réel ce que je vous ai ici schématisé. Okay, ce que je vous ai ici inventé, schématisé, proposé pour faire comprendre quel impact ont les effets de levier sur le marché, les plateformes telles que Binance et Coinbase, elles ont toutes ces données en temps réel. Et ça, si vous voulez, c'est pour elles, ces plateformes-là,
du bénéfice, du chiffre d'affaires. Donc ces plateformes, elles se rémunèrent par la commission au moment de l'ouverture d'une position. Ok, donc elles facturent un delta qui leur entre dans leur poche, une marge, et elles se facturent également au moment où les intervenants perdent les fameux 100%, la fameuse position. Elles se rémunèrent là-dessus, sur l'erreur, sur la perte de chacun des investisseurs, traders, je précise traders, en effet de levier. Et ces personnes-là, ces plateformes-là, elles ont de la disponibilité. Elles peuvent orienter le cours en appuyant la vente. Donc si elles appuient la vente, si elles surpassent la demande et qu'elles mettent en place une offre supérieure à la demande, hop, elles vont inciter le prix à chuter. Et quand on a une position acheteuse sur le marché et qu'elle se fait liquider, en fait, ça crée une position inverse, une position vendeuse. Puisque pour annuler une position acheteuse, on doit faire une contrepartie vendeuse. Et donc, quand une position acheteuse se fait liquider, elle se transforme en position vendeuse. Et donc, ça encourage, ça met en place un engrenage qui donc pousse le prix à chuter, à chuter, à chuter, à chuter, à chuter. Okay, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a, donc des cascades de liquidation qui sont donc très brutales. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir affaire à une cascade de liquidation. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on attend ce moment, justement, où les traders seront enclins au fort optimisme, à utiliser de l'effet de levier, à se mettre, donc à s'engager sur le marché et à le faire de façon agressive, avec des effets de levier et des positions qui sont démesurées. Et ce niveau-là des 100 000 $, constitue un niveau, même s'ils pourront le faire avant, en se disant là c'est le bottom, c'est le meilleur prix, beaucoup de traders attendent des validations, de validation, de validation. Et ce niveau des 100 000 $ pourrait constituer une validation, de validation, de validation. Parce que nous aurions donc déjà un break de cette structure-là de consolidation, de temporisation, de stop du marché. Aujourd'hui, moi, j'arrive pas à déceler une structure de retournement de tendance, ok, parce que là, cette structure-là est trop réduite, elle est pauvre, ok, elle est trop petite, elle est pauvre. Si je vous renvoie à de précédentes structures, vous voyez, celle-ci, elle est plus intéressante, elle est plus étalée dans le temps. Celle-ci-là, elle est magnifiquement étalée dans le temps. Et on arrive ici à observer, à déceler ce qu'on appelle une structure de Wyckoff. C'est une structure d'accumulation, ici, qui est donc une structure parfaite de retournement de tendance. Au plus le prix nous fait de belles structures comme ça, au plus le break, donc ici, sera intéressant. Puisque quand nous avions donc cette structure, on ne cherche pas à rentrer au point le plus bas, même si c'est très sexy. En fait, un trader va chercher à rentrer ici, là, sur ce retest-là. Puisque nous avons donc un pattern, une structure qui est connue, qui a des probabilités derrière de résolution. Ça sera l'objet du prochain cours ce week-end. Vous faire savoir, vous apprendre que dans l'analyse des cours, il y a des patterns. Il y a des figures de trading, des figures, et c'est donc le chartisme. Ça, là, ce que je viens de vous montrer, c'est un pattern. Et ce pattern, en fait, on doit attendre qu'il se break. Et la plupart du temps, le prix, il revient prendre appui sur sa ligne de coup là que je vous ai dessinée là. Et c'est à ce moment-là où il est intelligent de prendre la position, pas avant. Parce qu'avant, on ne sait pas ce que le prix est en train de nous dessiner. On ne comprend pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Et la nature de cette figure prend sens au moment de son break. Ok ? Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on cherche à avoir une structure le plus étalée possible, même si donc il se peut que le cours nous fasse une structure plus compactée comme ici. Et même là, on a affaire à une structure qui est connue. Okay, ce qu'on appelle ça ici, ceci, c'est ce qu'on appelle un dead cat bounce. Okay, et ce dead cat bounce, indépendamment du fait d'être un dead cat bounce, c'est ce qu'on appelle aussi un bull flag. Okay, un drapeau haussier, puisque cette structure-là a été répertoriée par des spécialistes du chartisme, de l'analyse de trading par les structures de cours, de prix, okay, et ils ont établi une probabilité. Et quand on a une tendance baissière avec un prix qui nous fait ce genre de choses, donc avec des points hauts de plus en plus bas, donc on a une tendance, et puis là le prix latéralise. On peut vraiment borner le prix de cette manière, entre ce point-là et ce point-là-ci, grossièrement parlant. Et entre ce point-là, qu'est-ce que nous fait le prix ? En fait, le prix, il nous fait une succession de points hauts de plus en plus bas et de points bas de plus en plus bas. Okay ? Et on note, en plus de ça, on n'est pas vraiment dans une
hop, dans une déclinaison de prix, ok, dans un prix qui est en déclin, on est dans un prix qui a tendance à stabiliser, mais qui stabilise d'une façon qui est atypique, ou il stabilise de cette façon-là, ok. Ici, c'est pas ce que nous avons. Ici, nous avons l'inverse. Et en fait, ici, nous avons quelque chose qui est donc un bear flag, ok. C'est-à-dire que nous avons une tendance baissière de cette manière, et nous avons un prix qui consolide, donc toujours entre deux bornes. Vous voyez, les deux bornes de consolidation, c'est celle-ci la borne haute, celle-ci la borne basse, mais il le fait d'une façon où ces points bas sont de plus en plus hauts, et ces points hauts sont de plus en plus hauts. C'est totalement l'inverse d'ici, c'est donc une consolidation qui est orientée à la hausse de cette manière, et ça, statistiquement, et dans l'analyse chartiste, c'est un bear flag. C'est un moment où le prix, donc, oscille entre ces bornes hautes et ces bornes basses, ok, peut à un moment donné nous faire une brisure à la hausse pour être réaspiré par la liquidité, repartir et enfoncer, ok. Un bear flag, c'est de cette façon qu'il fonctionne. Il fonctionne entre deux bornes, il fait du ping-pong entre les deux bornes, il monte, précédé donc d'une phase baissière, il monte, il monte, il monte. À un moment donné, il se peut qu'il nous fasse une excursion au-delà de cette limite-ci, de cette donc résistance-là, oblique, pour venir donc donner un nouveau signal, si vous voulez, pour revenir à ces traders qui attendent du signal. Les traders, ils attendent ça. Ils veulent une structure. Un trader rentre en position, 3 critères. 1, la localisation. Est-ce que le prix est dans une localisation intéressante? Là, pour entrer à l'achat, on peut se dire, oui, la localisation est intéressante. La localisation est inférieure à son précédent sommet. Et je me confère donc en cas de hausse, déjà un minimum, hop, mince, je me confère donc, je me garantis un horizon, un objectif qui est celui-ci. Donc j'ai une localisation qui est intéressante. Très bien. Deuxième point, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, la structure. Que nous fait le prix? Que nous fait le prix? Est-ce que le prix nous donne une structure? Ben là, écoutez, on avait une localisation qui était intéressante. Ok, on avait en plus de ça la structure. Et il faut compléter tout ceci par le momentum. Que nous fait le momentum? Donc l'analyse du RSI, entre autres, et du MACD également. Que nous propose le RSI? En faisant l'analyse, donc, brièvement, toujours pareil, j'ai ce support-là sur le RSI, j'ai cette résistance-là sur le RSI, ok, j'ai plus de 80-90% du RSI qui est contenu dans cette borne-là, dans ce canal-là. En fait, il faudrait que, pour avoir du momentum haussier, que nous ayons le RSI qui passe au-dessus de cette résistance-là. Pour le moment, ce n'est pas le cas, et qu'il le fasse durablement, qu'il ne le fasse pas comme il nous l'a fait ici, qu'il le fasse donc en passant, en retestant et en s'établissant dessus. Là, on aurait du momentum. Donc aujourd'hui, on a certes la localisation pour passer à l'achat. Les traders, ils attendent ça. Les traders qui vont me servir de sous-jacent pour entrer à la baisse, ils attendent donc la localisation, ils l'ont, ils peuvent partir du principe qu'ils l'ont aujourd'hui. Ils attendent une structure. Deuxième point, donc vert pour la localisation, orange pour la structure, voire rouge parce qu'on n'a pas une structure qui statistiquement qui se résout à la hausse. Cette structure-là, pour le moment, ce que l'on voit du prix, cela peut évoluer, cela peut changer parce qu'il peut très bien, dans le temps, si vous voulez, et ben, en fin de compte, nous faire une structure comme on a vu là. S'il continue de s'étaler dans le temps, et ben, il peut décider, le prix peut décider de nous faire une nouvelle phase d'accumulation. Il peut très bien aussi, en fin de compte, se transformer en bull flag. Pour le moment, ce que nous avons, c'est un bear flag. C'est contre-indicatif à un achat. Donc, ils n'ont pas la structure. Et le momentum, ils ne l'ont toujours pas. Donc, aujourd'hui, un trader expérimenté, un trader qui attend, en tout cas un trader qui a pour stratégie pour entrer une localisation, une structure et un momentum, il n'a qu'un élément sur 3, et donc il ne peut pas rentrer. Il pourra rentrer, il aura les 3, au moment où cette structure-là se brisera à la hausse. Et que ce momentum-là, suivant la structure la hausse, en suivant donc la brisure, le cédage, la cassure de cette structure la hausse suivie d'un momentum. Là, il pourra rentrer. Il pourra rentrer. Ok, il aura de bonnes raisons de passer à l'achat. Mais
par rapport à mon scénario, par rapport à notre analyse, par rapport à ce que nous avons déduit et décelé du prix. Cela aura de fortes chances de s'établir dans cette box-là. Et cela constituera pour nous une opportunité de rentrer à la vente, avec donc, par conséquent, des traders qui seront engagés avec une forte incitation acheteuse, avec des effets de levier qui mettront donc en place une liquidation, comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais qui sera plus haute. Et donc le prix sera encouragé à briser, à revenir dans cette structure-là et à briser à la baisse et enclencher donc une prochaine vague baissière. Ça, les gars, c'est du trading. Là, ce que je viens de vous proposer, c'est du trading. Ok, c'est comme ceci que le marché s'analyse. Donc, bien sûr que je peux totalement me tromper. Bien sûr. Mon scénario de bear market, s'il est vrai et s'il s'exécute, okay, si nous sommes vraiment en bear market, c'est ce qu'on doit attendre. C'est dans ce scénario court terme là de venir remonter, venir dans cette box là pour qu'il y ait de l'encouragement. Ok, les 100 000 $, ok, on a brisé la structure, ok, le prix est en train de nous dessiner nous propose un momentum acheteur, ok. Et bien, si on est bel et bien dans une tendance baissière, c'est ça qui va servir à la prochaine vague baissière de s'exécuter. Okay, on a toujours besoin d'une contrepartie. Pour que le prix monte, il faut qu'il y ait des gens qui perdent de l'argent. Pour que le prix baisse, il faut qu'il y ait des gens qui perdent de l'argent. C'est la mécanique du marché dans son cœur, dans son système, dans son cœur. C'est de cette façon que le marché fonctionne. S'il n'y a que des acheteurs, le prix va avoir du mal à monter. Il manquera de liquidité. S'il n'y a que des vendeurs, le prix ne pourra pas baisser parce qu'il va manquer de liquidité. Mais s'il y a une contrepartie, c'est là où l'engrenage se met en place et c'est là où les choses s'accélèrent et c'est là où on a de véritables tendances. Ok, voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Hormis ça, les amis, rien de plus. Vous pouvez très bien vous amuser à jouer, comme je vous l'ai expliqué, le ping-pong. Hein. Vous pouvez très bien vous amuser, hein, que ce soit pour l'instant entre cette borne haute et cette borne basse, ou entre cette borne haute ici et donc la précédente borne basse là. Vous pouvez très bien vous amuser, amis traders, à faire du ping-pong. C'est-à-dire qu'ici, là où on se parle aujourd'hui, il y a un trade envisageable. Il y a un trade envisageable par rapport à la structure de prix ici, qui n'est donc pas définitif, d'accord, qui n'est loin d'être définitif. Le prix peut très bien passer en dessous, mais vous avez une analyse. Là, vous avez une analyse donnée, une interprétation du prix, qui, dans une action mesurée, on pourra mesurer, je vais vous expliquer en quoi, vous pouvez très bien tenter ici, ok. Si vous donne la chance de revenir côtoyer, eh ben attendez qu'il revienne côtoyer. Ok. Vous voulez mettre un effet de levier de 100, bah attendez-vous à ce que vous soyez liquidé juste à ce niveau-là, qui en fait correspond à ce point bas-là. Ok. Vous voulez mettre un effet de levier de 50, et ben attendez-vous à être liquidé à peu près à ce niveau-là. Par contre, voilà, votre objectif sur un jeu de ping-pong, c'est celui-ci. Et là, vous avez un trade avec un ratio de 5,37. C'est ce qu'il faut. C'est minimum 2. Vous risquez, voilà, votre gain potentiel équivaut à 5,37 fois votre perte acceptée. Et un trade acceptable, c'est minimum 2. Je m'attends à gagner 2 fois plus que ce que je ne m'autorise à perdre. Donc là, vous avez un trade. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que c'est vouloir être suractif. C'est vouloir driver le marché sur ces moindres mouvements. Et c'est aussi donc une occasion de maximiser ses chances de perte. Moi, je me réserve, c'est ma position, mon avis, je me réserve pour rentrer ici activement, en place. Ok, entre ce point-là et ce point-là. Quand nous l'aurons atteint, j'aurai préparé mon trail, il sera prêt, je saurai combien je vais mettre, quel effet de levier je vais utiliser. Et ensuite, je vais permettre au cours de me donner plus de marge. Et hop, en fait, quand j'aurai donné mon effet de levier, quand j'aurai défini tout ce qui est à définir sur mon trade, et ben en fait, je mettrai mon niveau de liquidation juste au-dessus, là. Je donnerai le niveau de liquidation des 110 000 $. Vous voyez, ce niveau de liquidation 110 000 $. Et pour rappel, j'ai besoin d'un trade minimum de
de ratio de 2, ok. Bon, eh ben, moi, je vous le dis, c'est un ratio nettement plus important que je vais chercher. Euh, Puisque mon scénario s'invalide au moment où je dépasse cette ligne-là, j'ai pas besoin de laisser courir plus haut, si ce n'est pour permettre au prix de nous faire un petit fake, un mauvais signal. Hop, il veut chatouiller plus haut, et ben qu'il aille chatouiller plus haut. Les 110 000 pour moi sont intéressants pour sortir mon short. Mais par contre, derrière, l'horizon du short, il est nettement plus important. Il est carrément démentiel. Donc, vous voyez, j'arrive à borner, si vous voulez. C'est ça l'objectif d'un trade, c'est de définir des conditions d'entrée et de définir des conditions de sortie. Là, vous avez tout. Ok. Là, vous avez tout. Donc, au même titre que celui-ci, vous avez vos conditions d'entrée. Les conditions d'entrée qui sont donc tac, 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 ce ping-pong entre ces deux bandes, trader les ranges, et vous avez votre condition de sortie qui est donc l'objectif et la perte limite, qui est soit déduite de votre effet de levier. Moi, je suis un trader d'effet de levier de 50 ou un trader avec un effet de levier de 100. Bon, ben, par définition, par rapport à votre prix d'entrée, vous avez votre limite de base. Ou alors, je suis un trader qui définit ses positions de sortie, ses sorties, par rapport à de l'invalidation ou de la validation de structure. Là, bah, on a ce qui correspond donc à deux choses. Plus vous avez de confluence, mieux c'est. Donc là, j'ai aussi bien la confluence du 2% de perte pour un effet de levier de 50, c'est ici. Et ensuite de ça, j'ai l'invalidation de cette tendance haussière ici et de ce support-là qui donc serait brisé et donc nous amènerait à un prix qui irait plus bas, ok, à court terme. Vous avez vos conditions d'entrée et vos conditions de sortie, ce qui vous permet de borner votre risque, de mesurer votre risque, de le gérer. Vous gérez votre risque de cette façon-là. Et la taille de votre position dépend de votre portefeuille. Si vous avez 1000 euros de portefeuille, vous n'allez pas rentrer avec 1000 euros. Vous n'allez pas non plus rentrer avec 100 euros. Vous allez rentrer tout au plus avec 20 euros, 30 euros, voire 50 euros. Parce que l'objectif, les amis, c'est de perdurer, c'est d'être dans le temps. C'est pour ça que moi, je m'interdis de faire le moindre trade, de gérer le moindre mouvement, de vouloir gérer, de voir driver le moindre mouvement. Parce que j'ai un portefeuille, et ce portefeuille, je veux l'amener le plus haut possible, le plus loin, et surtout me garantir de pouvoir le faire. Si je drive le moindre marché, le moindre mouvement de marché, je m'expose à un maximum d'erreurs. Et donc, perte après perte après perte après perte après perte. Même si je le fais avec des petites positions, je réduis mon espérance de vie sur le marché. Okay. Il est très important de rentrer sur des moments clés qui coïncident avec votre stratégie. Donc, tout ça s'équilibre. Voilà tout. Voilà tout. C'est tout ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. En fait, ce que je m'attends pour le prix, c'est que cette fin de décembre-là ne soit pas du tout sexy, qu'il n'y ait quasiment rien qui se passe. Dans le monde des marchés financiers, vous et moi, nous ne sommes pas les seuls à prendre des congés pour les fêtes de fin d'année. Même les traders, même Wall Street prennent des congés. Il y a eu Thanksgiving. Là, il y a eu donc, qui est très important aux États-Unis. Donc, les États-Unis, la place mondiale boursière, ok. Donc, si Thanksgiving aux États-Unis, les gens vont chez leur famille pour manger des patates, de l'indane et des pommes. Donc, c'est qu'ils ne sont pas en train de trader sur les marchés. Donc, il y aura moins d'activité sur les marchés. Donc, il n'y aura pas forcément de mouvement. Juste après, on a Noël et le Nouvel An. Pareil. Donc, d'ici janvier, il n'y a pas grand-chose. Mais à la rentrée de janvier, sur la première partie de janvier, il y a une forte chance, il y a une probabilité que le prix nous fasse quelque chose. Okay. Sur courant janvier, le prix pourra nous faire quelque chose. Le début d'année, dans le monde financier, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose d'actif. Il y a de l'activité en janvier et de l'activité sur les marchés financiers. Donc on s'attendra à janvier. D'ici janvier, il n'y a rien qui va se passer. Et en fait, d'ici à janvier, on peut que s'attendre à ce que le prix nous fasse du ping-pong, à ce qu'il stabilise, qu'il range entre une borne haute et une borne basse et qu'il ne fasse rien de plus que du ping-pong. Donc c'est pour ça que je vous mets en avant ce trade-là. Il y en aura d'autres, c'est-à-dire qu'à la suite de ce trade-là, le prochain, c'est quoi? C'est son inverse. C'est de rentrer potentiellement ici ou ici, de se dire, voilà, moi... ma limite, elle est légèrement au-dessus de cette structure. Et puis, je vais chercher, hop, le point bas. Est-ce que j'ai mon ratio de 2, minimum 2? Oui. Allez, vous avez un nouveau trade. Et en fait, vous allez faire ça, vous allez enchaîner ça. Ping-pong, borne basse, borne haute, borne basse, borne haute.
toujours en gardant en tête qu'il y a de nouvelles bornes hautes et de nouvelles bornes basses qui peuvent être définies. Voilà. Je rentre pas dans le détail pour la prise de profit TP après TP. Mais en tout cas, là, vous avez des plans qui sont donc cohérents. Voilà, cohérents. Dans la mesure où vous le faites en mesurant votre risque, en gérant votre risque. Si vous avez 1000 euros, chacun de vos trades ne doivent pas dépasser 20, 30, 50 euros de position. Par contre, vous pouvez jouer avec les effets de levier. Ça, n'y a pas de souci. Et sur des trades ici de plus longue durée, là, vous avez 1000 euros. Et bien, si ce trade peut se jouer avec 100 euros. Ok. Sur ce trade-là, qui est un trade de tendance, de grande tendance, sur les grandes tendances, ces trades-là doivent prendre plus part dans d'importance dans votre portefeuille. Vous voyez, quand on attendait de briser cette structure-là, on le faisait pour s'attendre à un plus 20, plus 30, plus 50. On ne l'aurait pas fait avec simplement 50 ou 30 euros de notre portefeuille si on avait 1000 euros. On le ferait au moins avec 100 euros parce qu'on s'attend à vraiment un bon mouvement suite à la cassure de cette grosse structure ici. Idem là, idem ici. Ok. Donc tout ceci est en lien avec la time frame. Ok. Est-ce que vous faites de l'intraday, du swing, du day trading? On va le voir, c'est des horizons, c'est de l'horizon d'investissement, d'ouverture de position. Le day trading, comme son nom l'indique, c'est jour et semaine. Intraday, c'est dans un jour, c'est des trades qui vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures. C'est un trade ici. C'est ce genre de trade-là. Alors, celui que je vous ai mis en premier, c'est du day trading, parce que le prix peut le faire en plusieurs jours. Donc, c'est du day trading, ok. L'intraday, c'est en fait, l'intraday, on se met en 1 heure, et en 1 heure, on vient faire ce genre de choses, ok. Et ensuite, le swing trading, c'est ce que moi je fais, et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Prendre position sur un repli intéressant, tel qu'ici, ou ce qu'on attend là, et de conserver la position dans le temps. Ok. Ça, c'est du swing. Une position qui va être ouverte 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Du swing. Ok. Voilà tout. Allez, j'espère avoir été le plus concis, le plus clair et le plus enrichissant avec vous. On se retrouvera la semaine prochaine pour la mise à jour hebdo. Ce week-end, le tuto concernant les différentes figures chartistes. Je ne vais pas vous apprendre à les trader, mais déjà vous faire comprendre. C'est ce que j'ai déjà débuté, c'est ce que j'ai débuté, c'est ce que j'ai commencé à faire, mais compléter cette notion que le cours n'évolue pas au doigt mouillé ou à la truffe humide. Il le fait vraiment suivant des concepts, suivant des règles et suivant qui se traduisent par des statistiques, des probabilités. D'accord. Et le prix donc dessine, il nous fait des dessins, il nous fait des structures. Et ces structures sont répertoriées. C'est ce qu'on va voir ce week-end. Ok. Voilà tout. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à alimenter les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me donner vos avis et à peut-être me soumettre des questions. Je suis là pour y répondre. Allez, ciao, ciao.